Qu'est-ce que le point en commun entre la Marseillaise et une chaudière? Une chaudière? Oui. Ça siffle? La Marseillaise et une chaudière, à part que dans la Marseillaise, on fait couler le sang. Ça chauffe dans la Marseillaise, non, c'est ça? Ah, une chaudière? Non, je vois pas vraiment. C'est d'Autriche. Est-ce que vous savez la famille d'Autriche? C'est un peu... Non, je connais pas vraiment la famille de Dietrich. C'est une famille alsacienne. D'accord. Et de Dietrich, c'est celui qui a composé la Marseillaise? Dietrich? De Dietrich? Je connais Marlène Dietrich, mais c'est tout. Non, je connais pas. C'est dedans deux esclaves, deux traîtres de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, c'est faire dès longtemps préparé, c'est faire dès longtemps préparé. Français pour nous, ah quel outrage, quel transport il doit exciter, c'est nous qu'on ose méditer, de rendre à l'antique esclavage. Je m'appelle Henri Mellon et je suis directeur de l'association de Dietrich, qui a pour mission de gérer le patrimoine, toutes les archives. Et donc je suis un ancien ingénieur de l'entreprise de Dietrich, mais depuis 15 ans je m'occupe à temps plein de l'association et je suis membre et actionnaire de la famille de Dietrich par ma grand-mère qui était née de Dietrich. Alors c'est assez drôle parce que en fait dans la famille, on est très peu à habiter dans la région. Donc je suis un des seuls à avoir habité, fait mes études dans la région principalement. Et donc je suis devenu un peu un des derniers qui habitait sur place. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis sûrement le plus sensible à l'enracinement dans un terroir, dans une région. J'essaye de garder les archives ici dans le terroir. Je ne vais pas en mettre une partie dans un musée, une partie dans un autre musée. On essaye, si c'est possible, de les garder ici. Jean II Dietrich s'est lancé dans l'acquisition donc de forges. Il s'est lancé dans l'industrie. Et il a acheté la forge de Jägertal en 1684. Ensuite, le petit-fils de Jean II, Jean III, a succédé au niveau de maître de forge. C'était leur activité, c'est devenu une de leurs activités principales, tout en restant plus dans les finances également. Et a amélioré, a agrandi le domaine industriel, puisqu'il a racheté toutes les forges aux alentours, celles de Niederbronn, celle de Zinswiller, et a construit la forge de Reichshofen. Dans les années 1880, tous les hauts fourneaux qui étaient construits dans toutes les usines qui ont été acquises progressivement en particulier par Jean III de Dietrich, qui a été anobli, pour ça qu'on est passé à la famille de Dietrich, qui était nommé baron par Louis XV, et qui a acquis toutes les forges des alentours. Et donc ça a fonctionné encore d'une manière importante jusque dans les années 1880. Et à partir de là, l'approvisionnement en fonte pour la fabrication de tout ce qui est matériel ferroviaire, la grosse mécanique, etc., se faisait à partir des bassins sidérurgiques voisins. Il y a eu une évolution sociale importante qu'on connaît assez bien au XIXe siècle. C'était un peu
tous les grands seigneurs d'entreprise et les grands maîtres, les maîtres de forge, comme les de Wendel, les Schneider, etc., et les Dietrich, ont voulu fidéliser leurs salariés. Donc on les logeait, on leur donnait un lopin de terre, de manière à pouvoir avoir une petite culture à côté, un petit élevage, quelques vaches, de manière à ce qu'ils s'incrustent dans la région et qu'ils soient fidèles à l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est resté encore jusqu'il y a 40 ou 50 ans, où comme on dit, on naissait dans l'entreprise, on y vivait, on y mourait. Vous êtes à l'usine de Dinswiller, qui est l'usine historique de Dietrich, qui maintenant est le centre de compétences mondiales du groupe de Dietrich pour l'acier émaillé. Au début des années 2000, nous avons eu une OPA amicale qui a permis à la famille de Dietrich de reprendre le contrôle complet de l'entreprise après la revente des deux activités ferroviaires et thermiques. La société n'est plus cotée en bourse, donc elle est essentiellement détenue par la famille de Dietrich. Alors les archives de l'entreprise, ça fait partie, comme dans les familles, de ce qu'on retrouve quand on va visiter les oncles et tantes, donc ça fait partie du patrimoine et c'est très important. C'est également très apprécié par nombre de clients qui viennent nous visiter. Pour autant, l'usine de Dinswiller, comme les autres usines du groupe, elles sont plutôt tournées vers le futur et plutôt tournées vers l'innovation, afin de pouvoir, dans 50 ans ou 100 ans, avoir de nouvelles archives, mais qui parleront de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors là, nous allons prendre une partie d'une automotrice de 500 chevaux. Donc c'est des emballages d'origine. Vous avez une notice qui donne la liste de tous les plans d'ensemble et les plans de détail. Donc c'est très précieux puisque nous avons une possibilité de les restaurer, mais en général c'est aussi assez délicat à restaurer. Donc on essaye de surtout bien les classer et en faire une copie informatique quand c'est possible. Ces plans sont très fragiles aussi puisque certains calques sont très anciens. Nous avons eu quelques problèmes de maintenance avec des plans très anciens que nous avons été de restaurer avec des scotch adaptés. Si quelqu'un voulait restaurer ce matériel, il pourrait avoir assez d'informations pour faire une recréation vraiment historique de qualité. Et il a à la fois les matériaux, les cotes, les assemblages, donc c'est très précis. Oui, c'est un arbre généalogique. Et vous avez 14 générations. Donc la génération de ma génération est celle d'en bas. Donc là, c'est mon cousin Marc-Antoine de Dietrich, qui est président de l'association et président de l'entreprise de Dietrich. Son père Gilbert, son grand-père Dominique, etc. et toute la lignée. Et par exemple, on a Amélie, qui était une chef d'entreprise
Elle était veuve à 28 ans et donc elle a repris l'entreprise. L'entreprise s'appelait Veuve de Dietrich et compagnie. Il y a des circonstances dans l'histoire où la vie fait de vous un héros. Ça ne veut pas dire que des gens qui n'ont jamais été héros n'étaient pas courageux. Les circonstances ont fait que, à la mort de Jean-Albert Frédéric, il y a une personne sur qui tout repose, et c'est la jeune veuve Amélie de Dietrich. Elle a créé une véritable constitution pour l'entreprise. Elle a édicté de nouveaux statuts qui stipulait bien qu'on ne pouvait distribuer des dividendes que lorsque les emprunts étaient remboursés. Elle a contraint ses successeurs à des règles de gestion extrêmement strictes. Ne pas dépenser, ne pas consommer les revenus, tout réinvestir, consommer le moins possible, et se soucier des productions à venir, se soucier du marché. Et pour ça, elle a engagé d'excellents ingénieurs. Elle les a bien payés, mais elle a engagé vraiment les meilleurs ingénieurs de l'époque. Or, l'Alsace, à cette époque-là, s'industrialise, il y a beaucoup d'usines qui se développent, et donc on a trouvé un débouché dans l'équipement des entreprises. Et puis ensuite, ce sont les premiers chemins de fer, et en 1836, elle recrute un jeune et brillant ingénieur qui s'appelait Cadia, et qui avait conçu déjà les premiers chemins de fer en Alsace. Et avec Cadia, elle va se mettre à faire du matériel ferroviaire. Et l'entreprise de Dietrich s'est vraiment orientée à cette époque-là vers le ferroviaire, qui était un domaine en pleine expansion. La famille de Dietrich a survécu à la Révolution, à l'annexion à l'Empire allemand, à la désannexion de 1918, à la mise sous séquestre en 1940, à la mondialisation dans les années 60, parce que chaque fois, chaque génération de cette famille a pensé que l'aventure devait être continuée, que les sacrifices des ancêtres avaient été tels qu'on ne pouvait pas laisser tomber une chose qui avait demandé tant de sacrifices aux générations précédentes. C'est une voiture très très ancienne, 1895 à peu près, 98. Et donc il y avait un moteur 2 cylindres ici. C'était tout à fait le début de l'automobile. Et au début de l'automobile, Dietrich était présent. On a été obligé d'arrêter après parce que ça nous coûtait trop cher, mais on était présent au début. Et alors là, c'est la voiture mythique de Dietrich. C'est la voiture de course réalisée par Ettore Bugatti à Reichshoffen. Donc cette voiture est un bolide fait par Ettore Bugatti. Vous connaissez Ettore Bugatti de nom ? Donc Bugatti est assez connu parce c'est une marque qui a gagné énormément de courses. Et Ettore Bugatti est venu, alors qu'il avait 20 ans, travailler ici pendant 2 ans. Il a été complètement oublié pendant son travail ici. Et donc on a essayé de faire quelques travaux. Vous me demandiez quels étaient les plans, les archives qui m'intéressaient. Et j'avoue que quand j'ai démarré, je me suis intéressé au plan Bugatti pour essayer de faire connaître cette période complètement oubliée. Et Ettore Bugatti a fait 3 voitures chez nous, dont celle-là. Et notre petit projet style Hermione a consisté à recréer cette voiture et à la faire rouler. Et donc si vous êtes là dimanche, elle roulera au château. Vous êtes là dimanche ? De Dietrich, oui, c'est le chauffage. Vous connaissez des Dietrich ? Ah oui, bien sûr. Ça n'existe d'ailleurs presque plus. Industriel, plus précisément ici, c'est de Dietrich. Il y avait des grandes usines, donc à Niederbronn, Reichshofen. De Dietrich, ils sont toujours d'actualité, tout ce qui est chauffage, bien sûr. Ouais, c'est une usine qui est là depuis très longtemps, qui fait partie de l'histoire de la région. La grande usine a fait travailler plein de monde depuis pas mal de générations, je pense, et puis que ça continue. Mon père, il travaille à de Dietrich, mon beau-frère, il travaille à de Dietrich.
C'est vrai que c'est quelque chose de très familial. Ils se sont développés dans tout ce qui est chaudière, mais non seulement dans les chaudières aussi, dans les cuves à pression, dans plein de choses. Ils participent aux activités pour les enfants, pour les centres de loisirs. Ils offrent des cadeaux à Noël aussi. Et ils organisent aussi une coupe de football ici, la coupe de Dietrich. Donc les équipes locales, elles participent. Et une voiture aussi, il a fait une voiture avec un Bugatti, donc en liaison avec Bugatti et tout ça, qui est toujours exposé. Vous avez devant vous une archive vivante, une des plus anciennes voitures de France, qui était complètement oubliée et qui a été quand même extraordinaire puisque c'est la première voiture de course d'Ettore Bugatti. Et cette voiture roulait à 120 km/h. Elle a, avec des roues en bois et sans frein pratiquement, c'était extrêmement dangereux et nous ne dépasserons pas peut-être le 12 km/h cet après-midi. Je crois que nous n'avons jamais passé la deuxième vitesse. C'est une journée pleine d'histoire parce qu'on a réussi à faire marcher cette voiture qui était un peu l'emblème de ce que Dietrich a réussi à réaliser avec Bugatti. On a toujours, avec les événements du passé, su s'adapter et su se développer et apprendre de nos erreurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut clairement continuer. Si je serais amené, moi ou mon frère, à diriger l'entreprise, ce serait... Oui, ce serait parce qu'on est le meilleur choix. Et pour arriver à pouvoir être le meilleur choix, je pense qu'il faut beaucoup travailler et apprendre beaucoup de choses. Et enfin, je me sens pas prêt. Je pense que je me sentirai pas prêt toujours dans 20 ans à prendre cette lourde tâche. Moi, je suis beaucoup plus attachée au côté humain, au respect, à l'affection qu'il y a pour toutes les personnes qui ont travaillé pour cette compagnie et aussi que ces personnes ont pour la famille. Et bien sûr, je trouve que c'est merveilleux d'entendre des aventures comme ça. Mais j'ai toujours une certaine distance parce que je pense que c'est important, justement, j'essaie de la transmettre à mes enfants. Il faut garder cette distance parce que c'est pas leur histoire, c'est un cadre. Et après, ils doivent faire leur histoire. On a pu retrouver le système d'allumage original puisque c'est le même que les Ford T en Amérique. Et donc vous avez 4 borniers d'origine de 1903. Alors petit à petit, on arrive à progresser sur la connaissance de la technique et on arrive à faire que la voiture non seulement marche de mieux en mieux, mais soit de plus en plus en cohérence scientifique vis-à-vis de l'époque. En 1984, on a eu le privilège de fêter les 300 ans de la société. Donc c'était une grande fête pour tous les salariés, les usines qui étaient ouvertes aux visites.
Et donc c'était une joie immense de pouvoir passer les 3 siècles. Mais petit à petit, par la suite, on a vu que l'entreprise allait un petit peu changer de forme, puisque De Dietrich était avant tout une entreprise très diversifiée. Et avec la nouvelle économie, la mondialisation, il fallait absolument trouver des partenariats pour pouvoir continuer, se développer. Et voilà. Je peux le dire, il y a beaucoup de gens qui ont regretté de ne plus faire partie de Dietrich. Bon, d'un autre côté, on peut dire que l'emploi était quand même préservé sur le bassin. Donc là, il n'y a pas eu de fermeture d'entreprise, donc ce qui est une bonne chose aussi, quoi. Il y avait quand même 5000 personnes sur cette région qui travaillaient chez De Dietrich. Et donc des familles entières qui en dépendaient. Le commerce, le développement de la région. Donc il est certain que les gens y tenaient, étaient particulièrement fiers de l'histoire de Dietrich. Donc il faut dire aussi qu'il y avait très peu de grèves dans le temps. Chez De Dietrich, on ne connaissait pas beaucoup. Les gens étaient, si vous voyez un petit peu au niveau social, déjà au 19e siècle, au niveau avantages sociaux, caisses de retraite, les soins médicaux gratuits, donc le bois qui était fourni aux salariés, des maisons, des logements, donc ça faisait un ensemble de choses. C'est sûr que ça rentrait dans le patrimoine. Voilà. Non, je ne suis pas originaire d'Alsace, mais on peut y venir et y rester très longtemps si on s'y trouve bien. Et puis c'est le cas dans ces entreprises qui, même si il y a quelques années, elle était surtout, elle attirait des gens venant vraiment du bassin très proche, attire maintenant des personnes de plus en plus lointaines, puisque la semaine dernière, par exemple, on a embauché une personne d'origine russe. Et donc l'entreprise est de plus en plus internationale, avec de plus en plus d'échanges également avec nos filiales dans les autres pays, les autres continents, puisqu'on se voit régulièrement et on a chaque mois des visites de nos collègues chinois, indiens. Certains aimeraient peut-être rester. On est très mondialisé, très exportateur, très tourné vers l'extérieur depuis très longtemps. Mais je pense que la mondialisation a un bon côté et que pour bien vivre la mondialisation, il faut avoir des racines. Le château est un symbole, donc c'est un symbole qui montre notre histoire, qui nous permet d'accueillir des visiteurs du monde entier. Par exemple, ce matin, j'avais des clients de Budapest. C'était une joie de les recevoir au château et de leur montrer qu'on était une très ancienne tradition. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le château est un peu grand pour les bureaux utilisés, donc il faut faire attention. Le jardin, le parc est un peu grand, justement pour à la fois avoir moins de frais et être plus écologique. Nous avons arrêté de tondre une partie du parc et nous faisons du foin pour nourrir des vaches. Lorsqu'il y avait eu des problèmes très difficiles pour la famille, pour l'entreprise, on avait vendu le château. C'était une des premières choses qu'on avait vendues. De toute façon, on n'avait même pas à le vendre puisqu'il avait été séquestré comme bien national au moment de la Révolution. Mais aujourd'hui, on peut très bien imaginer que si le château avait une grosse valeur, il aurait déjà été vendu. Mais on serait très embêté si il fallait déménager les archives. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Tremblez, tyrans, et vos perfides, l'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur
prix. Tous les soldats pour vous combattre, s'ils tombent, jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous tout prêts à se battre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve l'océan. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux de la victoire, accours à tes mâles accents, que nos ennemis expirants voient en triompher notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons.